Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'Union européenne déplore la détérioration de la situation politique et sécuritaire au Cameroun. Selon l'Union européenne, l'arrestation et la mise en détention du professeur Maurice Kamto et l'ouverture d'une procédure judiciaire devant le tribunal militaire ne font qu'aggraver le malaise politique au Cameroun, auquel s'ajoute la persistance des violations des droits de l'homme dans les régions anglophones et l'émergence d'un discours de haine. Face à ces vives inquiétudes du principal partenaire du Cameroun, à savoir l'Union européenne, des femmes politiques se prononcent également sur le boycott des activités gouvernementales relatives à la fête, à la journée internationale de la femme, face au panne du 8 mars et la situation des femmes dans les régions anglophones. Comment se prononcer? Quel est le regard des femmes politiques? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Et en Centrafrique, le nouveau gouvernement déjà contesté par des groupes rebelles armés qui se plaignent de ne pas avoir été associés dans la formation de ce gouvernement d'union nationale, ce qui est contesté par le pouvoir en place. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La crise anglophone s'invite déjà dans les festivités de la semaine consacrée à la femme au Cameroun. Le lancement de cette semaine à Penja a été l'occasion pour ces femmes déplacées des régions anglophones de déplorer leurs conditions de vie dans ces localités du département du Mungo, et d'autres femmes solidaires de leurs conditions de vie de plus en plus dégradées, elles ont appelé au retour à la paix dans les régions anglophones. Reportage Jacquino Molon et Gladys Sidi. La psychose qui s'est emparée des populations vivant dans la région du sud-ouest à cause de la crise anglophone est loin de retomber. Elle s'étend désormais aux localités frontalières telles que Djombe Penja, où a été effectué le lancement de la semaine de la femme. Plusieurs ont décidé de rester chez elles, par peur ou par solidarité à celles qui ont perdu des proches à cause de la crise anglophone et qui désormais ont trouvé refuge dans le département du Mungo. Vraiment, avec les troubles de la crise anglophone que nous avions dans notre pays, ça fait que tous les événements maintenant, chacun a peur de partir de chez lui. Si toi peut-être tu avais un frère dans la zone de Boyalimbe et qui n'est plus, seras-tu fier de partir de chez toi pour venir dans des événements? Les femmes pleurent. Une maman qui pouvait elle a perdu tous ses enfants. Aujourd'hui, les femmes pleurent. Sud-ouest et nord-ouest. Aujourd'hui, nous crions très fort pour que l'État nous écoute. Nous pleurons ensemble et nous prions pour ces femmes-là. Nous prions le Seigneur chaque jour dans nos prières de porter fruit à cette menace qui sévit. Franchement, nous supplions aussi le président Paul Biya. Pour le lancement de la semaine de la femme dans le littoral, celles de Djombe Penja ont choisi de représenter l'horreur vécue dans les régions anglophones à travers plusieurs scènes théâtrales. C'est quoi maman? Les gens là sont venus jusqu'à arriver même au quartier. Les armes qui grondent dans la région du sud-ouest se font parfois ressentir jusque dans les villes de Djombe Penja, Loum et bien d'autres. Pour les femmes de Djombe Penja, le mot d'ordre pour la journée internationale de la femme, c'est la solidarité envers leurs sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. Et au regard de ces conditions de vie difficiles pour ces femmes déplacées des régions anglophones, Edith Kawala, elle, appelle au boycott des activités relatives à la journée internationale de la femme et au boycott du pagne du 8 mars afin de témoigner la solidarité féminine à l'endroit de ces femmes victimes des affres de la guerre dans les régions anglophones, la guerre contre les séparatistes dans cette partie du Cameroun. Sa démarche n'est pas du tout appréciée par d'autres femmes politiques. Elles croisent leurs regards dans ce reportage que signent François Dikoumé et Kate Diarra. La 34e édition de la Journée internationale de la femme intervient au Cameroun à un moment où les droits et l'équilibre de celle-ci sont menacés.
En plus des violences endurées au quotidien, la femme camerounaise est désormais victime des revendications d'ordre politique, de la guerre, à l'instar du conflit armé contre Boko Haram et la crise anglophone qui nuisent à son épanouissement. Nous avons des femmes qui faisaient partie de la coalition du MRC qui sont en prison. Nous avons des femmes qui étaient aux alentours de certains événements qui n'avaient rien à y voir. Il y a une femme qui tenait une gargote à côté des événements du MRC qui a été prise, elle est en prison. La femme de ménage de M. Zongang, elle est venue au travail pour faire à manger pour des gens. Quand on est venu prendre les gens, on l'a pris. Elle aussi, elle est en prison aujourd'hui. Une réalité qui devrait, selon Edith Kawala, impulser un changement et pousser au boycott des activités gouvernementales organisées pour le 8 mars 2019. Pour nous, d'aller boire, d'aller de mettre le pagne et faire la fête ce jour-là, c'est comme si on ne les voit pas. C'est comme si ce n'est pas nos sœurs. Il faut boycotter les événements du gouvernement. Parce qu'il faut que le gouvernement comprenne. Je paye des impôts au gouvernement du Cameroun. C'est la seule entité qui est responsable et de ma sécurité et de la sécurité de toutes ces femmes dont on parle. Donc il n'y a qu'au gouvernement que nous pouvons et que nous devons nous plaindre. Au-delà du boycott, qui va se traduire par le port des vêtements de couleur noire tout au long de cette journée, la femme politique précise. Donc nous disons boycotter les événements du gouvernement, organisons nos propres événements où on peut parler et on peut rassembler des idées et on peut dire au gouvernement, voici notre situation de femme. Voici dans quelle situation nous nous retrouvons et cette situation est inacceptable. Chantal Kambiwa, du Social Democratic Front, pense pour sa part que le boycott n'est pas la solution. Au contraire, la femme doit profiter de cette journée pour revendiquer de façon plus incisive ses droits. C'est bien beau aujourd'hui. Les gens disent qu'il faut boycotter le pain, il faut pas aller au défilé. Mais le 8 mars ne se réduit pas à un pain. After that, what next? Vous boycottez le pain? Ok, allons-y. Mais est-ce que ça va ramener ces femmes chez elles? Est-ce que ça va rendre un environnement serein pour ces femmes? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces femmes vivent dans ces conditions? C'est une crise. La paix est menacée. Donc ça rentre dans un outil qui existe. Ça rentre dans la résolution 1327 du Conseil de sécurité de l'ONU sur les femmes, la paix et la sécurité. Nous devons, en tant que femmes, nous approprier de tous ces outils que nos pays ratifient et mettent parfois au tiroir. C'est à nous de les faire sortir de ces tiroirs et de regarder ce qu'il y a dedans pour que chaque jour soit un 8 mars. Après tout le travail abattu sur le plan international et national afin de donner une place de choix à la femme, il ne devrait y avoir aucun relâchement. Je n'aime pas beaucoup cette façon de récupérer, d'utiliser la femme à d'autres fins. Est-ce qu'il y a une telle mobilisation pour ce que les femmes vivent au quotidien, puisque les femmes souffrent tous les jours? Elles sont violentées. Est-ce qu'on se mobilise? Qu'est-ce qu'on va boycotter pour que le monde le comprenne? Aujourd'hui, nous avons des hommes qui nous suivent déjà dans ce combat, qu'on a dénommé les Hifoshi. Ce point de vue est également défendu par le député RDPC, Marlise Doualabel, qui va plus loin et parle de manipulation politique. C'est une manœuvre purement politicienne. Donc pour moi, un boycott n'apporte rien, surtout que je me dis, on ne bâtit pas un pays en boycottant. C'est vrai, nos sœurs sont en grande difficulté dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est vrai que ce sont des régions en guerre, mais cela n'arrête pas l'évolution ou la marche du pays. Cette journée est aussi une journée de combat et que ce combat-là est important. Il faut continuer à le mener. Ça n'occulte pas les autres combats qui sont les nôtres. Questionné sur le silence observé par les femmes du Parlement au sujet des violences de toutes sortes endurées par les femmes dans la crise anglophone, elle reconnaît que l'inertie a parfois régné. Il y a eu des initiatives partisanes,
sectaires qui ont été menées, mais à aucun moment les femmes ne se sont levées comme un seul corps, conscient du fait que si la femme baisse les bras, le monde s'écroule et le Cameroun s'écroule. Donc, quelque part, nous avons toutes péché tout le long de ce conflit parce que nous n'avons pas su trouver la bonne voie pour nous faire entendre par les différents acteurs et surtout par ces enfants que j'appelle généralement les enfants en colère. L'Union européenne affiche son inquiétude quant à la situation sécuritaire et politique du Cameroun. Le principal partenaire du Cameroun s'exprime dans une déclaration signée de Federica Mogherini. Elle est vice-présidente de la Commission de l'Union européenne et haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Dans cette déclaration rendue publique ce jour, l'Union européenne constate l'arrestation et la détention prolongée de plusieurs dirigeants d'un parti de l'opposition, dont son leader Maurice Kamto, et d'un nombre important de manifestants et de sympathisants. En plus de cela, l'Union européenne affirme qu'une procédure judiciaire disproportionnée a été ouverte à leur encontre devant le tribunal militaire au Cameroun. Pour l'Union européenne, de tels actes aggravent le malaise politique au Cameroun. L'Union européenne se prononce en faveur de la libération des détenus à l'encontre desquels il n'existe aucune preuve probante de leur culpabilité. Dans sa déclaration, l'Union européenne condamne la persistance de la violence et des violations des droits de l'homme dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Pour l'Union européenne, la réponse à ces défis ne pourra que passer par un dialogue politique inclusif et dans un contexte de respect des libertés fondamentales et de l'état de droit. L'Union européenne qui se dit prête à soutenir toute initiative allant dans ce sens. Dans le reste de l'actualité, évoquons à présent ces structures de formation à l'artisanat qui sont tombées dans une décrépitude dans la Haute-Sanaga. Le constat a été fait par le délégué départemental de la promotion en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Il appelle les pouvoirs publics à l'aide au moment où les apprenants ne savent plus à quel sens se vouer au regard de l'insuffisance du matériel didactique afin d'améliorer la qualité de la formation. Reportage Charles Milingui et Marcelin Gansop. En tournée dans la Haute-Sanaga, le délégué départemental de l'emploi et de la formation professionnelle a été pris entre plusieurs feux nourris. Des feux allumés par les directeurs des SASM, entendez section artisanale et rurale. Nos structures d'accueil qui sont dérisoires, qui sont insuffisantes parce que nous avons un effectif déjà considérable avec plusieurs filières. Je veux parler de 6 filières qui ont des difficultés maintenant pour que les formateurs transmettent les connaissances. Sans atelier, comble de malheur, le vent a arraché une partie de toit. Parfois, les apprenants travaillent en plein air et l'établissement est situé à fleur des rails du chemin de fer. C'est un risque pour eux. C'est très chronique, même si on avait ce matériel, au rythme où fonctionne l'énergie ici, par exemple, vous êtes là, vous êtes témoin de ce que nous vivons depuis près de 3 semaines où on n'a pas d'énergie. Il nous faudrait donc ces équipements et si possible, pour trouver une source d'énergie extérieure en dehors de celle de Lyon. Que ce soit en Anga et Boko, en Coton ou en Bandior, pour ne citer que ces 3 arrêts, les problèmes sont les mêmes. Les infrastructures ne peuvent pas arriver partout au même moment. Nous avons des structures qui n'ont pas de salle de classe. Nous avons d'autres qui progressivement commencent par le bornage de leur site jusqu'à l'acquisition des ateliers de formation. Il y a donc un réel problème d'infrastructure d'accueil et d'équipement des ateliers de formation. Acculé de toutes parts, le délégué départemental n'a pas de solution miracle. Aussi a-t-il invité les uns et les autres à simplement patienter. C'est un chemin qui va certes prendre un peu de temps, mais qui est sûr d'aboutir à sa finalité principale, qui est la dotation de toutes les structures en équipement et en matériaux suffisants pour les enfants. Le personnel manquant arrive progressivement. Ce n'est pas le ministère de l'Emploi qui recrute le personnel, c'est la fonction publique. Et je pense que ce n'est pas l'apanage seulement du ministère de l'Emploi. Pour le reste, le délégué départemental s'est mué en parent pour prodiguer des conseils aux apprenants.
lesquels doivent relever le défi de donner le meilleur d'eux-mêmes, bien qu'évoluant dans des difficiles conditions d'apprentissage. Il est question pour ces jeunes d'acquérir, de chercher à acquérir des qualifications qui vont leur permettre demain de pouvoir se vendre valablement sur le marché de l'emploi à travers des qualifications précises, adaptées au milieu dans lequel ils évoluent constamment. Que les parents aient confiance et aient foi. Je pourrais même parler de l'espoir. Les mauvais temps sont derrière nous. Dans les SA-SM de la Haute-Sanaga, l'on attend de voir pour croire. Et le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a entamé une visite de ces sites où sont construits des centres de formation professionnelle. Après le département de la Sanaga-Maritime, le ministre a mis le cap sur Douala, où il compte également visiter ces centres de formation professionnelle et échanger avec les différents responsables afin d'évaluer les besoins en termes d'équipement pour améliorer la qualité de la formation professionnelle dans ces structures mises en place par le gouvernement. Évoquons à présent cette question qui taraude l'esprit des Camerounais. Le Cameroun est-il un pays où il existe un régime de répression? La société civile se fonde sur le refus systématique des manifestations publiques de l'opposition, ce qui fait craindre le pire concernant la violation des principes démocratiques au Cameroun. D'autres précisions avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Les chiffres sont pour le moins alarmants. Plus de la moitié des déclarations des manifestations publiques sont interdites par les autorités administratives au Cameroun. Une violation des libertés publiques que dénonce la société civile. Sur environ 137 déclarations que nous avons pu dénombrer, nous avons décompté 68 interdictions de réunions comme de manifestations. Que ces interdictions sont devenues plus récurrentes après la loi de 2014 sur la répression du terrorisme. Donc, cette loi a ouvert le champ, et on la considère comme liberticide, elle a ouvert le champ donc, à la limitation drastique des libertés publiques. Même les instruments africains, n'est-ce pas, disent que la lutte contre le terrorisme ne peut pas justifier la limitation ou la restriction des libertés fondamentales. La Constitution, loi fondamentale du Cameroun, consacre pourtant, tout en l'encadrant, le droit à chaque citoyen de pouvoir manifester. Les libertés publiques sont effectivement garanties dans notre ordre juridique, ce qui signifie que quand vous regardez la question des libertés publiques, il y a un ordonnancement juridique de 1990 en particulier, mais nous avons également une constitution qui consacre l'existence des libertés publiques au Cameroun. Mais de l'autre côté, il ne faut jamais oublier que l'exercice d'une liberté est encadré, ce qui fait que les autorités publiques bénéficient d'un ensemble de prérogatives visant à garantir l'exercice régulier des libertés publiques. En raison des abus observés sur le terrain, la société civile sensibilise les populations sur leurs droits et devoirs. C'est à la faveur d'un atelier d'échange sur les libertés publiques qu'organise Nouveau Droit de l'Homme Cameroun à Yaoundé. J'espère que les gens auront une meilleure connaissance des libertés et des droits fondamentaux. Et je pense que ceci permet un espace de dialogue et d'échange pour justement améliorer les connaissances, mieux comprendre, voir comment un citoyen, les citoyennes au jour le jour peuvent fonctionner en ayant une meilleure idée là, de leurs droits et leurs devoirs. Avec le soutien des États-Unis d'Amérique et du Haut Commissariat du Canada au Cameroun, l'atelier rentre dans le cadre du projet de renforcement de la défense et de la protection des libertés fondamentales au Cameroun. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a procédé au redéploiement des personnels officiers dans l'administration centrale au ministère de la Défense. Plusieurs colonels et capitaines ont été promus à des postes importants, des postes clés dans l'administration centrale du ministère de la Défense, des décrets présidentiels rendus publics ce jour. Évoquons à présent cette désignation de l'Amido qui aiguise les intérêts à l'extrême nord du Cameroun, notamment dans la localité de Kerawa, qui a été en proie à des exactions menées par la secte islamiste Boko Haram. Et les populations ont choisi un nouveau chef traditionnel qui s'est toujours battu contre cette secte islamiste. D'autres précisions avec Amadou Daïrou et Jean-Paul Chouniat.
Véritable désert humain et champ de ruines, au pic de la guerre entre Boko Haram et les forces de sécurité. La localité de Kerawa, à la frontière Cameroun-Nigeria, reprend pleinement vie avec un retour massif de ses milliers d'habitants depuis presque 3 ans. En dépit d'une économie locale dévastée, le village Kerawa se réorganise progressivement avec la désignation d'un nouveau lamido pour conduire la destinée de sa population. Quand la population a décidé de me prendre, ils savent pourquoi. Ils savent que je suis le fruit du développement. Je suis prêt pour faire développer Kerawa. Tous les jeunes de Kerawa sont derrière Sa Majesté Seni Malala Bouka. Et nous tous, nos parents, nos mamans, tous nous sommes derrière lui. Et c'est au terme d'une élection mouvementée que Seni Malaha est choisi d'entre ses 4 frères, tous prétendant à la succession de leur père, Malaha Tipwe, décédé le 24 août 2018 des suites de maladie. Il y a des candidats qui sont venus avec des sacs d'argent pour influencer, pour acheter des voix. Nous ne sommes pas des instruments pour qu'on nous achète avec de l'argent. On a pratiqué ce que c'est dit comme démocratie, dont Seni a été élu démocratiquement. Malgré ces fortes odeurs de tentatives d'achat de conscience, Kerawa a élu Seni Malaha pour sa bravoure d'avoir toujours été aux côtés de son défunt père dans sa détermination à combattre Boko Haram. C'est l'homme qui veut le développement, c'est l'homme qui comprend sa population. Le jeune monarque place son règne sous le signe de l'extermination de la secte Boko Haram. Je suis prêt pour le faire. Le premier jour où je suis intronisé, je continue le processus pour éradiquer complètement, si je peux le dire, le Boko Haram dans mon unité de commandement traditionnel. Dans l'accompagnement du nouveau lamido de Kerawa sur le chantier sécuritaire, plusieurs chefs d'opération Alpha-Bi prennent aussi fonction en présence des autorités administratives de l'arrondissement de Kolofata, du département du Mayokani et de la région de l'extrême nord Cameroun. Avec en appui les comités de vigilance, tout le Kerawa sécuritaire est donc remobilisé pour éteindre les dernières poches de résistance de Boko Haram en activité, conclut Seni Malaha, le nouveau lamido de Kerawa. Partons à présent à l'étranger avec ce nouveau gouvernement d'union nationale en Centrafrique est déjà contesté par certains groupes rebelles qui estiment être lésés dans les accords qui ont été signés il y a quelques semaines dans un pays africain. D'autres précisions avec Éric Marchand-Diomo. À 51 ans, Firmin Grebada devient le nouveau Premier ministre centrafricain. Sa désignation est la conséquence logique et directe de l'accord de paix signé il y a quelques semaines à Khartoum, au Soudan, entre les acteurs de la crise centrafricaine, dont le territoire reste jusqu'à présent à 80% occupé par des groupes armés. Son gouvernement compte 37 ministres et reflète dans sa composition de façon relative les termes de l'accord de Khartoum. Près de 20 ministres de l'ancien gouvernement ont été maintenus. 6 des 14 groupes armés sont représentés dans ce gouvernement. 2 ministres sont issus du mouvement anti-Balaka. On y retrouve aussi des personnalités proches des anciens présidents Bozizé et Diotoja. J'essaierai avec modestie, avec le gouvernement que nous allons mettre en place, de poursuivre le travail que le Premier ministre Mathieu Simplice-Sarandi a entrepris. Notamment, nous allons continuer à travailler dans le domaine du rétablissement de la paix, la sécurité, la réconciliation nationale. Nous allons aussi continuer à travailler dans le domaine du relèvement économique. Ce gouvernement, loin de faire l'unanimité, est au cœur de nombreuses contestations. L'un des groupes baptisés Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, FPRC, pourtant signataire de l'accord de Khartoum, s'est désolidarisé de ce que son président Noureddine Adam qualifie de gouvernement de mascarade. Il revendiquait, selon certaines sources, 8 places au gouvernement, dont le poste de Premier ministre. Le restant de la classe politique centrafricaine a favorablement accueilli ce réaménagement gouvernemental dans l'optique d'une paix durable en République centrafricaine. Et parlant de la présidentielle au Sénégal, la victoire de Macky Sall a été validée par le Conseil
constitutionnel, lui qui a été élu avec près de 58,26% des voix. Et en Algérie, l'on note que des Algériens continuent d'appeler à l'hôpital suisse où séjourne le président Bouteflika afin d'envoyer des messages humoristiques, mais également de décrier sa volonté de briguer encore un énième mandat à la tête de l'Algérie, malgré cette contestation populaire observée dans plusieurs villes de l'Algérie, en Afrique du Nord. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Une alliance RDPC-SDF contre le CPP par rapport à la 34e journée internationale de la femme. Vous l'avez suivi, à la fois ces femmes politiques du RDPC et du SDF qui ne partagent pas la démarche politique de Kawala concernant le boycott des activités relatives à la journée internationale de la femme. Pour la présidente du CPP, ce boycott est nécessaire pour attirer l'attention du gouvernement sur la situation de plus en plus inquiétante des femmes déplacées des régions anglophones, mais également de ces femmes victimes d'arrestations arbitraires. Selon elle, un avis que ne partage pas, vous avez suivi Chantal Kambiwa du SDF, également la députée Marlise Doualabel du RDPC, qui estime que c'est une démarche politicienne. Elle reconnaît néanmoins que les parlementaires femmes sont restées silencieuses face à ces abus que subissent les femmes au quotidien au Cameroun. La mise en détention de Maurice Kamto aggrave le malaise sociopolitique au Cameroun, selon l'Union européenne. L'Union européenne s'est prononcée sur la situation politique et sécuritaire du Cameroun. Elle juge disproportionnée cette procédure ouverte à l'encontre de Maurice Kamto devant le tribunal militaire. Elle déplore l'émergence d'un discours de haine entretenu par certains médias et un membre du gouvernement, a-t-elle précisé dans son communiqué. Elle déplore également la persistance des violations des droits de l'homme dans les régions anglophones. Et pour l'Union européenne, il y a une seule solution à tous ces défis qui interpellent le Cameroun, un dialogue politique inclusif, a-t-elle fait savoir dans ce communiqué. Elle dit être disponible pour accompagner le Cameroun dans cette initiative. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie, le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, Equinox Soir, deuxième partie, la suite toujours en compagnie de nos 4 invités.